Info, talk, van, avant l'info, avec Arnaud sur Radio Shalom. Notre invité aujourd'hui dans Avant l'info avec Arnaud s'appelle Jean-Marie Roth. Il vient d'écrire la 11e édition de l'écriture des scénarios. Bonjour Monsieur Roth. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé donc entre la première version que vous avez écrite donc il y a quelques années et cette 11e? La dramaturgie a évolué. Elle évolue énormément par le biais des mœurs qui évoluent, parce que notre rythme de vision évolue, parce qu'il y a le zapping, ensuite il y a eu les séries américaines, etc. Il faut évoluer beaucoup de choses, bien sûr avec le fondamental qui resteront toujours les mêmes, qui sont invariables. Tout à fait. Que la dramaturgie n'a pas bougé, c'est la réalisation qui a bougé. Ce qui a bougé, ce ne sont pas les thématiques. Les thématiques existaient avant le cinéma. Ça reste pareil. Ça, c'est toujours les mêmes. On n'a pas eu d'amour, de vengeance, de haine, etc. Ce qu'on a retrouvé chez Marivaux, chez Molière, chez Shakespeare. Mais ce qui va changer, c'est la façon d'amener les choses, la façon d'aborder le sujet, la façon de faire entrer les personnages en scène. Tout ça, ça va changer. Qu'est-ce qui différencie un bon scénario d'un mauvais scénario? 4 heures. C'est ça. Non, vous avez 20 minutes au maximum. Tout scénario a une promesse. C'est la promesse de l'acte 1. On propose quelque chose, simplement, ça peut être le genre qui serait la promesse. En tout cas, on va créer quelque chose, un paradoxe, une situation, qui va être la promesse du film. Cette promesse-là, il faut qu'elle soit tenue. Il y a différentes façons de promettre quelque chose. Mais il faut une promesse au début. Cette promesse, il faut qu'elle soit tenue. Après, que ce soit un bon film, un mauvais film, c'est une affaire de goût. Mais quand la promesse est tenue, pour moi, c'est un bon scénario. Il y a des exemples frappants, parce qu'on va essayer de parler avec des exemples, mais des scénarios qui ont été fabuleux et qui ont été mal vendus et qui ont changé la promesse. Je vous donne un exemple. Fargo, par exemple, des frères Cohen, qui a un scénario fabuleux et qui a été vendu comme une comédie, qui avait d'ailleurs un sous-titre « Êtes-vous prêt à mourir de rire ?» et qui n'est pas du tout une comédie. Il y a des films qui sont vendus comme étant très très drôles et qui ne le sont pas du tout, mais ils n'ont pas fait exprès. Oui, non, ça c'est un autre problème. Mais là, le film est super, mais dans un autre genre. C'est ça. C'est tellement vrai ce que vous dites que moi j'ai eu ce problème avec le prénom. Le prénom, j'ai pas vu la pièce, j'ai vu éclat de rire, machin truc, vraiment c'était super vendu comme super comédie, je pensais voir un peu l'équivalent du dîner de con, et voilà. J'y vais pour me marrer, là j'étais préparé à vraiment rire, à me détendre. Donc, et puis le film commence, pour les quarts d'heure, c'est assez rigolo, puis après ça se plombe de plus en plus et ça se termine quasiment en drame. Et là j'étais vraiment déçu par le film. J'ai vu 3 ans plus tard la télé, sachant ça, j'ai apprécié le film. Donc effectivement, le genre est une promesse, il faut pas se tromper là-dessus. C'est ça qu'il faut, dès le départ, bien lui dire ce qu'il va voir. Le choix du titre va justement donner cette indication primordiale. Et que si on se trompe sur le choix du titre, le film, ça peut être l'un des meilleurs films du monde. Il ne rencontrera pas soit son public, soit même il décevra. Oui, à partir du moment où le titre est une promesse, parfois il y a certains titres qui sont très neutres. Vous prenez un prénom par exemple, qui s'appelle Josiane, bon, on sait pas quoi voir, voilà. Mais à partir du moment où le titre est assez particulier, pour être soit drôle, soit qui prévoit quelque chose qui fait peur, etc., c'est de nouveau une promesse comme le genre. Donc là, il faut faire attention. On va parler de titres de films avec un petit jeu, je vous l'ai promis hors antenne. Alors, il va falloir retrouver des titres de films, d'autant plus que moi, je suis pas sûr du film, en fait, et j'ai peut-être mélangé 2 films. Ok. Par exemple, si je vous dis le film où Samina Seri dit « You're talking to me », d'après vous, c'est quoi comme film? C'est ou Taxi, ou Taxi Driver. Et ben, ça va être ça, justement, donc c'est les 2. Alors, si je vous dis, c'est l'histoire d'un hobbit qui enquête sur un tueur en série avec l'aide d'un cannibale. Alors ça peut être le silence des anneaux. Le silence des anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Agneaux, ouais. Allez, un autre. C'est l'histoire d'une attachée de presse, un garde du corps et un acteur de film de série Z qui se retrouvent dans un favelas brésilien dans les années 60 avec plein de gamins qui font des mimes sur la croisette et à la fin, il y a une grosse tapette géante. Alors là, c'est 2 films mélangés là. Grand Science Radio. La Cité de la Peur. La Cité de la Peur déjà, ça c'est sûr. Et l'autre, et la favela, c'est la Cité de Dieu. Et la Cité de Dieu, exactement. Oui. C'est l'histoire d'un groupe de policiers apprentis un peu concons qui se retrouvent en boîte à danser sur That's Why We Work, ooh, That's Why Thunder Works. Police Academy. Police Academy et Police. Ah oui, oui, simplement. Et Police, exactement. Oui. Et un dernier, c'est l'histoire d'un joueur de guitare qui n'a que 3 doigts dans le Far West, accompagné d'un chasseur de primes qui va à la recherche du tueur de sa famille alors que les nazis veulent lui organiser une série de concerts. C'est Django. C'est Django. Et Django. Voilà, donc encore une fois, donc c'est vrai que le titre en dit beaucoup. C'est-à-dire que ou pas du tout. Un super exemple, c'est Orange Mécanique. Peu de gens ont compris le titre. Oui, je crois aussi que c'est une traduction. Mais parfois, la traduction trahit vraiment l'auteur. Je pense au film d'Hitchcock, le crime était presque parfait. Oui. Quand on dit presque, il y a 3 quarts du film qui est déjà mangé, quoi. Titre, c'est ridicule. Lorsqu'on écrit un scénario,
Qu'est-ce qui va faire que ça peut devenir une bonne idée de scénario? Le problème, c'est que tout le monde a des idées. C'est jamais le problème, l'idée. Donc, c'est vraiment le traitement qui compte, c'est pas du tout l'idée. Donc le traitement, c'est quoi? C'est ce toute qu'on fait de l'histoire l'idée. qu'on écrit en fait Exactement. avant Exactement. d'écrire un scénario. Absolument. C'est C'est aussi toute la structuration de l'histoire par rapport à cette idée. C'est même un piège, un peu l'idée. Oui, oui, tout à fait. C'est même un Surtout, piège. ce qui est un piège, surtout, c'est la bonne idée. C'est ça le vrai piège. La bonne idée, Tu vois, c'est-à-dire. on se dit, là, je trouve une super idée. Ouais. Par exemple, je prends un film que j'aime beaucoup qui est Un jour sans fin. Ouais. L'idée de base, elle est géniale. Mais avec cette idée d'un mec qui se réveille le matin et vit la même journée en boucle, on peut faire une pure merde avec. Je suis désolé, mais on peut vraiment totalement... parce que c'est quand même un défi de voir la même chose sans être redondant. Ce qui est quand même un paradoxe. C'est très compliqué. Je trouve que le film le réussit assez bien. Avec cette même idée, on peut se reposer dessus en disant, mais l'idée est tellement géniale que je vais m'amuser à faire ce que je veux. Et le résultat serait extrêmement décevant. Tout à fait possible. Vous avez écrit donc beaucoup de guides du scénario et tout, mais est-ce que justement le fait qu'il existe des guides, donc est-ce qu'il existe une méthode et est-ce que justement il y a des scénarios qui n'ont pas appliqué ces méthodes en général et qui sont quand même bons? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a une chose qui est très importante qu'il faut dire aux auditeurs. Quand ils ont une idée, à un moment donné, ils vont commencer à travailler dessus. Puis un jour, il y aura un meilleur copain qui va dire « C'est génial ton idée, j'ai vu un téléfilm la semaine dernière, c'est exactement ça. » Le mec, il a envie de se pendre. Bon, alors, il faut bien comprendre que tout a déjà été écrit, mais pas encore par vous. C'est votre vision qui fera un film nouveau. Jules Verne. Ça, c'est très important, ça. Et il y a une phrase qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est une phrase de Corneille qui disait « Ma pièce est terminée, je n'ai plus qu'à l'écrire. » Et moi, c'est vraiment ça que j'enseigne. C'est-à-dire que d'abord, on structure complètement avant d'écrire. Mais il y a une autre chose que je dis. On fait un bon film en respectant ses règles. On peut faire un très bon film en les contournant. Mais pour les contourner, il faut déjà bien les connaître. C'est l'exception qui confirme la règle en réalité. Oui, c'est ça. Mais les exceptions, il y en a quand même souvent, des exceptions. Il ne faut pas qu'il y en ait partout, mais il y en a souvent. Et quand c'est bien fait, ben, ça marche. Il y a quelque chose d'organique dans un récit qui fait que quand ça marche, c'est le récit qui a raison. Mon métier, c'est pas d'inventer la dramaturgie, juste de la constate. Et après, autour de ça, effectivement, j'ai développé une façon d'écrire pour aller de l'idée au final, sans avoir l'angoisse de la page blanche. Mais ça, c'est que de la mécanique. Il y a pas mal de gens, d'acteurs par exemple, qui sont arrivés, qui ont écrit leur scénario. Je sais pas s'ils ont été aidés ou pas. Alors. Vous en parlez dans le livre. Sylvester Stallone, quand il écrit Rocky, comment est-ce qu'il arrive à drainer du monde sur ce film? C'est la promesse du loser qui va gagner. Ça, c'est universel, ça marche toujours, ça fait C'est rire tout une le autre monde. époque aussi. À l'époque, il y avait un vrai besoin plus, tout à qu'aujourd'hui fait. on n'a plus. Hein. Tout à fait. Même avec le même scénario, quelqu'un qui arriverait aujourd'hui avec ça, Ce sera un plagiat. ce serait un plagiat certes, mais il serait trop simple pour qu'on s'y intéresse. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de simplification de temps en temps. En France, parfois, on a tendance un peu à complexifier les choses juste pour faire intelligent. Ah oui. Voilà. Je trouve que les comédies françaises actuelles sont très simplifiées, parfois un peu trop. Et les drames français, parfois, sont trop complexifiés pour rien où ça parasite l'histoire. Et le fait que on dit que la France est un pays de comédie, Oui. que la comédie fait des millions d'entrées, que le drame en fait un peu moins, sauf qu'avec Oui. En revanche, les professionnels préfèrent privilégier au César les drames. Est-ce que c'est on va dire, un mal français qui fait qu'on a un peu honte de nos comédies qui justement financent le cinéma? C'est exactement ça. En fait, j'ai un d'autre à rajouter, c'est ça. D'accord. Il y a une espèce, Merci de, d'être venu. une espèce de honte de la comédie. Je sais pas pourquoi, parce qu'une comédie, c'est beaucoup plus dur à écrire qu'un drame. Vous savez, un drame, c'est pas très compliqué. Hein. Prenez des personnages attachants, vous donnez un but universel, faites en sorte que ça marche pas. Vous avez un drame. La comédie, Mais après, ça demande des rouages, c'est plus compliqué. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est difficile, c'est que dans le fond, on pleure tous des mêmes choses, mais on rit pas tous des mêmes choses. Et ça, la complexité de la comédie. Est-ce qu'il y a pour vous un scénario, selon vous, un scénario qu'on pourrait qualifier de parfait, qui est sorti? C'est que je suis en train d'écrire. Moi, je trouve, par exemple, dans le thriller, je trouve que Seven, ça sonne parfait. J'ai rien à j'aurais redire. dit Vous pareil. le citez rien à beaucoup redire. dans le film. Ah, moi, Oui, j'aurais non, dit mais pareil. c'est vrai parce que voilà, j'ai analysé sous toutes les coutures, mais il y a des finesses dedans, des trouvailles, je trouve ça roule, ça marche, c'est intéressant, c'est intelligent, C'est vrai. et voilà. Ouais, pour moi. Et en comédie, par exemple? Comédie, c'est plus dur parce que non parce que je trouve qu'un bon scénario de comédie, ça peut être un trop bon scénario. Moi, c'est un trop bon scénario, on sent l'outil pour faire rire. Et du coup, c'est moins intéressant. Non, mais il y a, par exemple, les scénarios qu'a écrit Daniel Thompson avec son père, que ce soit La Grande Vadrouille, Rabbi Oui, bien Jacob. sûr. C'est des scénarios qui sont, mais au laser, au couteau, il y a de tout.
Dans La Grande Vadrouille, ils ont fait l'exploit extraordinaire de parler d'une période sans parler des camps de concentration et de faire rire. Et c'était en 70 et quelques, donc pas très loin après la fin de la guerre. C'est un exploit exceptionnel. C'est un scénario qui est écrit mais à la virgule. Ouais, moi ce que j'aime dans ce film, la comédie, c'est au moment où ça part un peu en vrille, on sent que c'est plus trop tenu par ses auteurs. Je trouve que le début c'est très léché, c'est très bien écrit, on sent vraiment l'effet qui est voulu, puis à la fin ça part un peu dans tous les sens, et puis là on se dit, voilà, ils ont lâché les rênes, puis c'est là que ça devient vraiment drôle pour moi. Faire attention à trop écrire la comédie. Ouais, mais là c'est bien très écrit quand même. C'est très écrit, mais moins sur la fin je trouve. Peut-être. Et c'est là que c'est plus drôle. Et comment est-ce que vous expliquez que le cinéma américain soit aussi international alors que le cinéma français, lui, est un petit peu plus petit. On a du mal à plaire à tout le monde. Alors je dirais que ça dépend des genres. Mais les Américains, c'est ça à faire vraiment des blockbusters. Et ça, c'est leur précaré. C'est question de moyens. Alors les moyens, on les a. Faire attention là-dessus, parce que les moyens, on les a. C'est comme pour les films de science-fiction, je parle Star Wars, etc. Et pourquoi on peut pas le faire en France? Alors certains disent on n'a pas les moyens. C'est pas vrai, on a les moyens, surtout avec la Cité du cinéma, on a vraiment les moyens. Besson a les moyens, même s'il les a un peu moins, il les a toujours. Netflix va les avoir. Et après on dit on sait pas faire. Si, on sait faire, on sait très bien faire. Quand on s'attaque au cinéma de genre, on fait des merveilles. Donc ce qui fait que ça ne marche pas, c'est que ces gros films à gros budget sont les films les plus difficiles à amortir. Donc il faut une diffusion mondiale qui fonctionne. Sauf que le public du monde entier va voir ces films s'ils sont estampillés américains. Si marqué film français, ils vont pas y aller. Donc c'est ça un petit peu qui nous bloque aussi. Et le fait que Besson justement essaye de mettre une touche française dans les films américains ou l'inverse, plutôt mettre une touche américaine dans les films français et dans les scénarios, vous pensez que ça va nous permettre justement d'exporter plus nos films? Ça a marché pour Cinquième élément. Ouais, mais qui est un film américain. C'est considéré comme un film américain parce qu'en fait c'est le budget du film qui fait la nationalité. C'est un budget américain, c'est un film américain. Il a fait pour ça qu'il faut aux États-Unis d'ailleurs, que ça puisse marcher mondialement. Même si en soi techniquement c'est un film français. Ils écrivent pareil aux États-Unis. Ils écrivent à 50 aux États-Unis. Mais justement ça dépend parce que aussi c'est un indépendant américain qui est beaucoup plus proche du cinéma européen. Woody Allen, ils ne sont pas 50 pour écriire. Ouais, et puis c'est aussi un cinéma qui existe et qui il marche. paraît qu'il fait de plus en plus appel quand même à des script doctors qui lui regardent ses scénarios. Parce qu'il est un peu vieux maintenant. Ouais. Je crois il peut plus, mais sinon il aimait bien écrire tout seul et moi je pense qu'il fait encore le cinéma non pas pour servir l'œuvre mais pour pas mourir. Bon, c'est pour ça qu'il fait le cinéma. Bon, c'est un autre problème. Parce qu'il sort quand même encore un film par an, ce qui est énorme, hein. Mais c'est une façon de puis en qualité, ça survivre. pas tant que ça. Hein. Moi, à vie personnelle, hein, je trouve qu'il se répète beaucoup. Je suis pas objectif parce que pour moi c'est une idole, hein, Woody Allen. Alors, on va respecter. Ouais, respectons Woody Allen. Woody, si tu nous écoutes, respect éternel à toi et à Mia Farrow. Je vais dire quelque chose, je sais plus la question. On parlait justement de la technique Besson qui met une touche de français dans des films américains ou des touches américaines dans des films français. Oui, moi je trouve que Besson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a mérite d'exister, Besson. Et je trouve qu'en ce sens, il fait évoluer certaines choses. Il nous dit quelque part que ce qui normalement est interdit de faire en France, un film à gros budget, etc., on va essayer, on va le faire quand même. Et c'est vrai que sa façon d'américaniser son cinéma, d'être beaucoup de budget derrière, ça nous rapproche peut-être de la façon de faire des Américains, en même temps, ça nous montre que c'est possible. En ce sens, c'est très bien. À ce propos, je vais parler d'un autre film qui est sorti récemment, qui s'appelait La Brume, dans la brume. Parce que vous l'avez vu. Avec Juris. Oui, tout à fait. Voilà. Film de genre. C'est un film de genre. Le genre, pour moi, je sais pas ce que c'est comme genre. Moi non plus, mais tout le monde dit film de genre. Film de genre. Alors, en fait, on est peu dans film catastrophe, un genre qui n'a jamais été exploré en France. Et je trouve que, là aussi, c'est pas des gros budgets, mais quand même, on a osé, on a essayé, c'est plutôt bien fait. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça mérite d'exister. Et ce que j'aime bien aussi en France, c'est que t'entends qu'on essaye des choses. Et je trouve qu'on n'essaie pas assez. Mais est-ce que le problème, c'est pas quand il y a quelque chose qui fonctionne, tout le monde y va, quoi. C'est-à-dire que on a 20 fois le même film, 20 fois le même scénario. On se rend pas compte qu'après Intouchable, il y avait 250 scénarios avec des handicapés qui arrivaient chez les prods. Et du coup, ils étaient sûrs qu'avec ça, ils allaient faire un carton. C'est pas comme ça que ça marche. Ah non, c'est pas comme ça que ça. Quoi que ça a remarché pour Franck Dubosc. Oui, mais parce qu'il a pas pris du tout la même veine. Et puis, c'est tellement pas les mêmes thématiques que dans le fond, parce que là, c'est plus sur une escroquerie que sur le handicap. Et donc, je trouve que le film Tout le monde debout avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. L'écriture de scénario, c'est sorti aux éditions. Est-ce que des gens comme Franck Dubosc, pas spécialement vous, mais pour écrire,
font appel comme ça à des guides, à des méthodes. On sent quand même que dans les films de Danny Boone, il y a quand même une certaine méthode d'écriture, pour les avoir tous vus, pas tous spécialement appréciés, mais il y a quand même une vraie méthode de scénario à l'américaine, un peu. Dans les ch'tis, il y a vraiment une façon d'écrire à l'américaine, par exemple. Par rapport à un autre livre qui est une bible pour certains, qui est Anatomie du scénario de John Truby, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui différencie votre méthode par rapport à justement la méthode américaine que... Oui, enfin, par rapport aux méthodes en général, déjà, ce qui me différencie, c'est que c'est ma propre méthode. C'est-à-dire que nous sommes, faut être honnête, nous sommes 2 théoriciens de scénario en France, Yves Laprendy et moi. Et donc, salut Yves. Et voilà, mais en fait, si vous voulez, moi, j'ai pas été influencé par j'ai pas lu de livres sur le scénario avant d'en écrire. Donc, c'est vraiment, j'ai analysé par moi-même, enfin, j'ai tout un parcours là-dessus. Un peu spécial d'ailleurs, il faut une émission entière pour en parler. Et voilà, donc ce que j'enseigne, c'est ma dramaturgie, ma façon de voir les choses, en l'ouvrant au possible vers l'universel, c'est-à-dire aussi bien je regarde le cinéma américain que le cinéma coréen, que le cinéma français, etc. Puis je constate que la dramaturgie, même s'il y a des différences par endroit, elle reste quand même assez universelle. Et ça, j'essaie de montrer. Puis en plus, donc, j'essaie de créer une méthode, comme je l'ai dit au début, pour passer de l'idée au scénario sans jamais l'angoisse de la page blanche. C'est ça ma différence. Est-ce que on va dire les nouveaux médias, ou plutôt le développement de la télévision, de Netflix, est-ce que ça a changé la façon d'écrire? On rentre beaucoup plus vite dans le récit. À une époque, on pouvait mettre une demi-heure à installer son sujet. Là, il y a peut-être aussi l'esclavage du cliffhanger un peu. C'est-à-dire que quand on regarde certaines séries Netflix, ils sont esclaves du retournement, et ça en devient parfois ridicule. Au niveau des séries, oui. Au niveau des séries, mais quand on écrit un long métrage, on n'est pas esclave du cliffhanger. Non, il y a eu une période. Je me rappelle de la période autour de Usual Suspect, qui était un des meilleurs films avec cliffhanger de l'époque. Après, alors ça n'arrêtait pas, quoi. Ça veut dire que tous les films voulaient leur cliffhanger, la Usual Suspect derrière. Alors, je crois que vous confondez cliffhanger et twist. Là, on parle de fait du twist. Oui, enfin, non, mais cliffhanger, c'est pour une série parce qu'il y a une suite. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre un cliffhanger et un cliffhanger, twist? faut qu'il y ait une suite. Alors, c'est ça. Le cliffhanger, c'est un moment où on accroche le spectateur, on dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, du coup, toc, générique, et puis on attend le numéro suivant, ça, le cliffhanger. On accroche, on est suspendu dans le vide, en fait. Le twist, c'est une information, en fait, qu'on révèle au spectateur, qui remet en cause tout ce qu'il a vu avant. C'est-à-dire que ce qui a lancé le twist, c'est pas du tout, c'est Sixième Sens, qui a relancé le twist, hein. C'est vraiment là, c'est ça. À la fin, on revoit tout le film de façon différente. Oui, c'est ça. Mais pas spoiler. Non, on va pas spoiler. Est-ce que votre métier ne vous gâche pas votre plaisir de cinéphile? Alors, tous mes stagiaires ont envie de m'étriper parce que je leur gâche la façon de voir les films, c'est évident. Mais maintenant, par contre, des choses qu'ils reconnaissent tous, c'est que quand on a un bon film, le plaisir est décuplé. Ça, c'est sûr. Ah non, mais ça, c'est sûr. Alors, il y a juste encore une chose que je vous dis. Allez-y, je vous en prie, bien sûr. C'est juste sur mon actualité. Comme chaque année, je relance pour l'an prochain. Ça, c'est mon stage à moi, c'est mon petit bébé qui dure maintenant, c'est un petit bébé qui a 20 ans, où d'octobre à septembre, sauf le mois d'août, sur un an, je suis 20 stagiaires, je forme 20 stagiaires, et puis après, je suis sur leur projet, à raison de 2 samedis ou 2 dimanches par mois. Vous avez eu des stagiaires qui ont été beaucoup connus? Connus, on n'est jamais connus en tant que scénariste, et puis tant mieux d'ailleurs. Oui, non, mais qui ont fait des scénarios. Ah oui, qui sont connus. Oui. Alors, beaucoup en télévision. Là, j'ai appris qu'une ancienne stagiaire a vendu 2 unitaires pour France 2. Ah, très bien. Voilà, il y a beaucoup qui bossent, il faut le dire, beaucoup qui bossent sur des séries aussi maintenant. Mais voilà, en tant que scénariste, ça fait vivre. Il y a absolument pas de honte. C'est des écoles incroyables, les séries. C'est sûr. Enfin bon, en tout cas, ils sont contents. L'écriture de scénario chez Dixie Édition. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci à vous pour votre invitation. Aucun lien. Avec Eric. Aucun. Ni avec Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Avant l'info avec Arnaud sur Radio Shalom.